Alors, à défaut de faire de la politique, on va faire un peu de prospective les uns et les autres. Chacun dans votre domaine de compétences, on vous a demandé de réfléchir à cette idée 2030, la société en 2030, les enjeux qui se posent à la société. Jean, on va commencer par l'input sociaux d'abord, par principe, on va démarrer très très large. 2030, c'est quasiment demain quand on mesure l'évolution des comportements. Il nous reste encore 12 ans pour y arriver. Ça ressemblerait à quoi, selon vous, la société en 2030 ? Mais je crois qu'après l'exposé qu'on a entendu, il faut quand même faire le lien. Parce qu'au fond, 2030, c'est 2008. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé depuis 2008, si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'on est face à des bouleversements. Jamais le monde n'a changé aussi vite. C'est déjà vrai depuis 20 ans et ça va s'accélérer. Parce que jamais dans l'histoire de l'homme, il y a eu des mutations aussi brutales sur un temps aussi court. Il y a eu des mutations brutales, on peut prendre des grandes révolutions technologiques. Donc on est dans une époque où effectivement, il y a une accélération des mutations. Mais elles ne sont pas que du côté de la technologie. C'est pour ça que je donne toujours 2 chiffres. Pour faire la suite de ce qui a été dit, bon, on est passé à 4 milliards à être connectés sur Internet, on est 6 milliards à avoir des téléphones portables. Twitter, c'est 2007, disons en 10 ans. Bon. Mais dans le même temps, 60% des bébés sont nés hors mariage, alors que c'était 6%. Ça veut dire que les structures des sociétés, les structures culturelles des sociétés, je prends le chiffre du bébé hors mariage comme chiffre témoin, c'est pas, mais parce qu'il est majeur, 68, il y a 6% des bébés hors mariage. Bon, et en général, ce sont effectivement du personnel d'exécution dans les entreprises, des jeunes filles de service dans les entreprises. Par leur patron, bien entendu. Donc, je veux dire, il faut voir comment. Et donc, se dire que les évolutions, les cultures, digèrent les mutations technologiques, en partie, avec des affrontements, etc. Mais elles les digèrent. Bon, c'est pour ça que j'ai pris ce chiffre-là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bouleversements-là induisent des transformations, des comportements, des liens, etc. Par exemple, on fait 6000 fois l'amour, on fait 6000 fois l'amour il y a un siècle. Par exemple, on fait 2 bébés, etc. pour 6. Donc, je veux dire, pour prendre que de cette sphère-là, je pourrais en prendre d'autres. Par exemple, on a rajouté une génération d'espérance de vie. On est passé de civilisation 3 générations à une civilisation 4 générations. Ce chiffre des bébés hors mariage, que vous prenez comme point de départ, ça veut dire qu'on évolue finalement peut-être plus vite que ce que l'on chronique par ailleurs, sûr, la techno étant évidemment l'emblème de ces évolutions. C'est parce que jamais la famille n'a été aussi solide, mais c'est une famille non institutionnelle, c'est une famille 4 générations, c'est une famille où il y a des ex qui restent dans le groupe, d'autres qui s'en vont, etc. Je prends un exemple justement parce que ce n'a pas été une politique publique. C'est bien la structure de la vie intime et de la vie culturelle de la société européenne qui se reconstruit sur un nouveau modèle familial qui a 2 chiffres clés. 1, je suis grand-parent à 53 ans, et 2, je perds mes parents à 63 ans quand je suis à la retraite, alors qu'historiquement, on perdait ses parents à 40 ans. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que les bouleversements anthropologiques qui sont bouleversés, bousculés par les innovations, celle qu'on vient de définir pour le futur, elle n'est que le prolongement accéléré, imprévisible. C'est pour ça que nous, on refuse de faire de la prospective aujourd'hui, les sociologues. On dit on fait de la prospective du présent. On essaye déjà de vous dire comment vivent vraiment vos clients alors que vous les regardez avec l'œil d'hier. Savoir comment ils vivront dans 20 ans, je ne sais pas le faire. Et ce qui est intéressant dans l'exposé précédent, c'est qu'il dit au fond la même chose. Il dit les solutions sont extrêmement différentes et il faut suivre, mais on ne sait pas comment ça va fonctionner. Mais on sait que ça ne sera pas pareil. La seule certitude, c'est la différence. La réponse à la science, on ne l'a pas. C'est pour ça, nous, il faut comprendre qu'on est passé d'une société qui, il y a encore 20 ans, cherchait la stabilité. On cherchait à vendre le mariage, la propriété, le CDI, et j'allais dire, et le même vote toute la vie, pour aller dans les convictions politiques. Nous, on est basculé dans une société de discontinuité. C'est-à-dire qu'effectivement, on change de partenaire tous les 8 ans, on change de maison tous les 10 ans, on change d'emploi tous les 10 ans, etc. Et ça va s'accélérer. Mais ça s'accélère avec le fait que ça crée un certain nombre d'inégalités, parce que dans toutes les ruptures, il y a ceux qui choisissent et ceux qui subissent. Et évidemment, il y en a plus. Mais en réalité, dans nos sociétés, il y en a beaucoup plus qui choisissent, qu'on le dit. Aux médias, on n'entend que pleurer. Là, je suis d'accord avec mon prédécesseur sur beaucoup de choses, mais notamment sur Mélenchon. On ne peut pas faire comme si le monde s'effondrait. Quand effectivement, les gens font 6000 fois l'amour, c'est quand même pas la faute du grand capital. Quand ils décident de faire 67% des premiers nés hors mariage, et que quand une jeune fille arrive en disant « je suis enceinte », personne ne lui dit « cours à la mairie ». Je veux dire, ce qui était la réaction normale des grands-parents. Donc ça veut bien dire que la capacité autonome de la société à se transformer est absolument gigantesque. Mais pour vous, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'est-ce que c'est la fidélité d'un client quand une vie s'est allongée d'une génération. Qu'est-ce que cherchent au fond les gens? Les gens, on a de plus en plus de temps. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre, et aujourd'hui, la durée moyenne du travail, c'est 67 000 heures.
dans une vie qui dure 700 000 heures. C'est-à-dire, en Occident, on travaille 10% de ses temps de vie sur Terre. Bien. En gros, on dort 200 000 heures, on vit 700 000 heures. Hein. On dort 200 000 heures, on travaille 70 000 heures, on fait 30 000 heures d'études, dont étudier, travailler 70 000, on est devant un écran 100 000 heures. Et quand on a fini de dormir 200 000 heures, fini de travailler, faire 300 000 heures, il reste donc 400 000 heures de temps libre. Dont le quart est utilisé devant un écran, le 3/4 à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des gens partout. C'est pour ça qu'il y a des touristes. C'est pour ça que vous allez dans la ville à n'importe quelle heure, il y a des clients. Vous ouvriez vos magasins à 2h du mat, il y a encore des mecs qui viennent acheter. Vous dites, mais ils ne pourraient pas rester couchés. Non, il y a toujours des gens qui veulent acheter, etc. Bon. Donc, il faut comprendre, c'est une société du temps. Et ça va faire que continuer. Parce que pourquoi? Y compris ce qu'on dessine. C'est-à-dire que de quoi on a de plus en plus besoin? On a de plus en plus besoin d'emplois qui sont liés à du lien. Il y avait 5% des gens qui s'occupaient du corps des autres il y a un siècle. Éduquer, soigner, divertir. On est à 40-45%. Éduquer, soigner, divertir. Bon, pourquoi? Parce qu'effectivement, si les mecs deviennent aussi malins, c'est parce qu'on les éduque, on les soigne, on les promène, on les fait visiter. Vous avez rapidement changé de sujet. Je reviens un instant sur cette notion de discontinuité et de fidélité. Oui. Attends, parce qu'on va structurer quand même le truc pour suivre la pensée. Est-ce qu'il est finalement illusoire de chercher la fidélité dans un monde de discontinuité? Mais pas du tout, d'ailleurs. Bien heureux, le fidèle. D'ailleurs, si vous regardez les jeunes, moi je suis de la génération de 68. En gros, on avait une relation principale et des relations périphériques. C'était le modèle normal, sinon on avait l'air d'un con. Aujourd'hui, le modèle, c'est plutôt des fidélités séquentielles. Les jeunes, ils ont tendance à être hyper fidèles, et s'il y a un écart à la fidélité, ils se séparent. Alors que nous, ça nous semblait bizarre comme idée. Donc c'est pour dire, vous voyez, la fidélité, ça peut être séquentiel. Mais après, par exemple, quand je conseillais le Club Med, ils envoyaient à l'époque le catalogue, au bout de 5 ans, ils n'envoyaient plus. Je leur dis, mais vous déconnez, le mec, il va partir en vacances pendant 80 ans. Un type qui n'est pas venu pendant 10 ans, c'est toujours un client. On ne va pas venir au Club Med non plus tous les 5 ans, puisqu'en moyenne, les élites sociales partent 5 fois par an pendant 80 ans. Ça fait 400 voyages. On va pas aller 400 fois au Club Med quand même, je n'ai rien contre, mais enfin, je veux dire, il faut un peu diversifier les plaisirs. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la fidélité? Donc la question, c'est, j'ai de plus en plus de temps sur une vie qui est de plus en plus discontinue, et cette vie qui est de plus en plus discontinue fait que je me déplace de plus en plus, j'habite en moyenne à 15 km de mon travail, etc. Donc j'ai de moins en moins de liens sociaux. Mes copains de travail ne sont pas mes copains de bicyclette, etc., etc. Je milite pas ou je vais pas à l'église avec les gens avec qui je bosse, etc. Donc je compense la discontinuité par la multiplication des liens. Donc je vais inventer de nouveaux liens. Avant, j'avais en gros, je suis ouvrier, j'habite un quartier ouvrier, je vais à la maison du peuple, je suis un patron comme vous êtes, je vais à l'église, j'habite au-dessus de ma boutique et je sors, etc. Je schématise évidemment le propos, mais en gros, les groupes sociaux avaient des territoires et ces territoires construisaient des liens sociaux qui étaient en plus avec des convictions idéologiques, politiques, etc. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, puisqu'on est hyper mobile. On fait 50 km par jour et par Français de plus de 6 ans. Bon, les Américains sont à 70 km. Donc, on est hyper mobile. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on est quelque part profondément isolé. Ce qui nous donne à la fois un immense sentiment de liberté. C'est pour ça que les gens n'ont jamais été aussi heureux, ce qu'on oublie toujours de dire. On n'a jamais eu dans les sociétés des populations aussi heureuses et aussi satisfaites de leur vie. 78% des gens déclarent être heureux sous la couette, au boulot et dans leur quartier. Les Allemands, c'est 84%. C'est clair que au-dessus de 5 000 euros, on est un peu plus heureux que les autres. Mais c'est quand même 5 000 euros de revenu familial, hein, pas de salaire personnel. Il y a beaucoup de gens qui ont 5 000 euros de revenu familial. Il faut faire quand même attention, si on inclut tout. Mais la question, c'est quand même que de toute façon, on est dans des sociétés du bonheur de l'individu. Parce qu'on n'a jamais été aussi libre, on n'a jamais eu autant de temps, on n'a jamais pu autant voyager. 76% des Français partent en vacances 1 an sur 2, etc. Donc on est dans ce type de société. Et la télévision est un diffuseur de conneries et de culture entremêlées et gigantesques. Et de divertissements idiots qui nous font tous plaisir. Et d'ailleurs, les gens qui ont horreur de la télé, vous les branchez sur la dernière série à la con, ils l'ont quand même regardé. Mais ils ont quand même d'abord dit que c'était nul. Après, juste pour résumer, on continuera de discuter dans un instant, ce mouvement de discontinuité, parce qu'il faut quand même que je mène un peu le truc de manière organisée. Il faut légitimer son salaire, je suis d'accord. Il n'y a aucun souci, mais je voudrais qu'on puisse commencer par tout le monde et après se reparler. Ce mouvement de discontinuité que vous illustrez avec des faits sur les dernières années, est-ce que dans la vision que vous avez, il se prolonge sur les 10 ans qui viennent, voire même il s'accélère? Bien sûr, parce qu'on est passé dans une civilisation d'individus. Donc, cet individu, il aura de plus en plus de temps, il n'aura pas de plus en plus d'argent, et il va rechercher de plus en plus de liens. Alors, je finis sur 2 exemples qui m'ont passionné. Un supermarché aux États-Unis qui a été racheté par ses clients. A priori, on dit c'est con. 16 000 clients ont racheté le supermarché. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous y travailler un jour par mois ou un jour par 3 mois. Pour être précis, ils se font des copains. Par ses clients, c'est Food Coop à New York. Et ils font baisser les prix de 20 à 30% parce qu'ils ont supprimé le personnel. Et quand j'en ai parlé avec Yann Muliez, qui est lui qui m'avait raconté l'histoire, d'Auchan,
Je dis, mais là, t'as plus de boulot, là. Il me dit, non, au contraire, je garde ma marge. Ce que j'ai plus, c'est des salariés. Mais mon métier, c'est la logistique. Donc, c'est bénéf. Donc, c'est pour dire comment on pense ce genre de truc. Et autre modèle intéressant, c'est les trucs qu'ils font en Angleterre. Les supermarchés où on vend des produits mangeables dans les 2 jours. C'est-à-dire, en gros, on essaye d'économiser le tri sélectif de la chute en faisant des supermarchés. En gros, il faut aller tous les jours comme à son épicerie. Donc, ils sont réservés à qui? Aux retraités, aux pauvres et aux chômeurs, qui ont du temps. Ils ont du temps, ils vont l'utiliser à faire des courses. Donc c'est pour dire comment on se pose cette question de créer du lien avec des gens qui ont du temps et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et je crois que c'est la réponse qu'on a à ça et qui ont envie de faire groupe. Alors ça peut aussi amener à du communautaire. Il peut y avoir des magasins pour juifs, des magasins pour... Et ça existe. Et à la limite, il peut y avoir un seul central avec 4 côtés. Un côté pour le commerce juif, un côté, on va dire, pour le commerce musulman, un côté pour l'Auvergnat, et puis ainsi de suite. Mais on peut aller vers ça. Ça existe déjà dans certains restaurants. Il y a une seule cuisine et différents trucs autour. Mais ce n'est pas forcément ça qu'on veut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question, c'est bien de comprendre ce type de choses et de se dire comment on les retient dans une boutique. Combien de librairies je peux m'asseoir pour lire un livre? En France, ça semble insensé. Combien de commerces de livres où je peux boire un café? Dire, il faut mélanger 3 choses, et je m'arrête là-dessus. Il faut mélanger les valeurs d'Haussmann, c'est-à-dire la ville avec l'éducation, la culture, la démocratie, le Club Med, l'eau, le soleil, la rencontre, l'amour, et Jacques Lang, la culture. Et quand on arrive à mettre Haussmann plus le Club Med, plus Jacques Lang, ça marche, que ça soit un commerce, un quartier ou une ville. Moi alors, je retiens de cette première contribution cette notion de discontinuité qui génère plus de liberté par principe, qui rend plus difficile la fidélité, y compris commerciale par principe, et qui génère un besoin de liens sociaux plus élevé qu'avant, puisque par principe, on est tellement à 360 dans nos propres vies qu'on a besoin de créer des liens tout autour de nous et pas seulement dans une direction. Deuxième contribution, Mercedes. Alors, vous, on se rapproche un peu du consommateur, quelque part, et pas uniquement du citoyen dans son comportement. 2030, ça ressemble à quoi? J'en sais rien. Je ne sais pas, je trouve ça très dur. Et pourtant, dans les relations que vous avez avec vos clients, qui sont des grands acteurs de la conso, vous travaillez forcément là-dessus. Moi, je travaille sur des choses assez précises. Et jusqu'ici, j'interroge beaucoup les consommateurs, parce que j'interroge les gens, en fait, parce que ce n'est pas que des consommateurs. Et je fais des études maintenant depuis 10 ans, uniquement parce qu'elles me sont utiles. Et je sais qu'elles sont assez prédictives, parce que ce qu'on m'a dit il y a 10 ans a l'air de marcher maintenant. Donc, je les sens assez prédictives. Après, je ne pense pas que les choses... je suis un peu effrayée ce matin, donc il me faut un temps pour me remettre. Voilà, je ne sais plus très bien. Si ça vaut le coup de vivre. Ça m'angoisse. Non, mais je suis inquiète parce que je trouve qu'il y a énormément de questionnements. On a abordé des sujets très lourds sur, en effet, le pouvoir de certaines zones du monde, d'entreprises du monde, que je ressens assez profondément et sur lesquels je pense qu'on est un peu naïf et qu'on n'agit pas assez et qu'on ne fait pas assez gaffe. Donc, je suis impressionnée, du coup, et je ne sais plus. Nous, on ne fait pas ça. On essaie de comprendre, en effet, vers où ils vont, ces gens. Et par ces études qu'on mène à travers le monde, en prenant, en fait, les 30 pays qui comptent ou 25 pays qui comptent lourdement dans la consommation, dans le poids économique, on s'aperçoit que les tendances sont un peu les mêmes partout, vont dans le même sens avec des écarts sur certains éléments, mais assez peu. Exemple, on dit partout que la société va dans la mauvaise direction, y compris en Chine, on dit ça. Ça veut dire qu'il y a une tendance... je vous évite comment est-ce que je calcule la tendance, mais enfin, globalement, j'ai une tendance qui dit, les gens, quand vous leur demandez est-ce que la société va bien, ils vous disent non. Donc, peut-être ils sont heureux, mais ils disent que la société ne va pas bien. Donc, et quand on leur dit pourquoi la société, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., et où est-ce que sont les marqueurs, ils ont l'impression, et peut-être qu'ils subissent ou qu'ils comprennent ce qu'on vient de nous dire ce matin, qu'il y a un emballement agité qui amène quand même une société à une énorme discrimination, à une inégalité qui est extrêmement forte, et ils sont assez inquiets. Ils ne pensent pas qu'il y a des forces qui sont capables de bouger ça au niveau politique, et c'est peut-être ça d'ailleurs une des difficultés. Ils croient assez peu aux politiques, ils croient assez peu aux institutions, mais ils n'ont pas un cafard total.
Ça, et je reviens au propos de mon voisin, puisqu'il pense qu'en gros, il vaut mieux prendre son sort entre les mains et changer des choses. Mais il y a une espèce d'angoisse universelle. Il y a une inquiétude, et en particulier universelle, une vous insistez là-dessus sur le fait qu'on la voit partout. assez forte, en effet, et avec un souci qui est le souci de la consommation. Je dirais que jusqu'à une certaine époque, on voyait des éléments très positifs autour de la consommation, parce que cette consommation, elle avait indiqué le progrès. Et aujourd'hui, même quand et bien sûr, ils vont continuer à consommer, d'autant plus qu'ils font un lien entre la consommation et le travail. Je pense que le jour où on ne consomme plus rien, globalement, on ne sait plus très bien ce qu'on produit. Mais même s'ils pensent ça, ils ont un rapport à la consommation qui met une certaine distance. Donc pour nos métiers, ils compliquent la relation à la consommation. Ils vont y réfléchir, ça sert, ça sert pas, ça m'embête, ça m'intéresse pas, donc je m'en fiche. On peut éviter d'aller acheter à l'extérieur parce que ça m'embête, et plus ça va vite et mieux je me porte. Et pour d'autres choses, c'est important, donc je vais considérer ce qui est important. Donc en tout cas, il y a plus d'interrogations autour de ça. C'est plus magique, la consommation, comme ça a été. C'est magique sur certaines choses qui me tiennent à cœur, et sur le reste, je m'en fiche. Et cette notion-là, elle va se croiser avec d'autres notions. C'est que, par exemple, quand ils pensent quand on leur dit « mais pourquoi vous dites tant que la société va dans la mauvaise direction ?» C'est qu'ils pensent qu'on fout la planète en l'air. Ils pensent que pour les enfants, ça va être un peu compliqué. Donc on a bien compris que c'était le cas. Donc ils ne sont pas bêtes. Ils sentent que c'est compliqué. Ils sentent que la planète va dans la mauvaise direction aussi, et que c'est dangereux. Et donc, ils compliquent un peu le chemin de la consommation en jugeant les marques, pas seulement comme des marques. Avant, quand on parlait de marques, les gens pensaient aux produits et aux marques. Aujourd'hui, ils pensent aux produits, aux marques et au comportement des entreprises. Et donc, la façon, l'attitude des entrepreneurs et des gens qui leur vendent va être très importante. Je vous donne un exemple que vous connaissez tous. Leclerc, je continue à aller dans des groupes consommateurs où on aime Leclerc. On aime Leclerc parce qu'il a protégé notre pouvoir d'achat, parce qu'il s'est battu pour nous, etc., etc. Comme si le pouvoir politique était arrivé chez Leclerc, ce qui est incroyable. Comme s'ils n'avaient pas de voiture chic, nos gens de Leclerc, s'ils nous défendaient tous, etc. Mais en tout cas, c'est toujours ça qu'ils disent. Donc, ils croisent quelque chose aussi d'important, c'est que je ne vais pas acheter n'importe où, n'importe qui. C'est pas pareil quand le monsieur qui vend ses légumes, il vient chez BETC, à l'agence, il se met en bas, ils font tous la queue pour acheter leur panier, ils trouvent ça formidable, ils ont l'impression, ils leur parlent, ils ont l'impression qu'ils ont acheté, pas l'impression d'ailleurs, c'est vrai, ils ont acheté du local. Donc vous voyez bien que cette relation à la consommation, elle se complique, elle est plus compliquée dans leur tête, et elle va dans un sens plus lourd. Ils vont, je dirais, tourner entre deux grandes thématiques. Ils vont revenir quand on leur dit c'est quoi une belle marque, ils vont nous dire une belle marque, c'est d'abord quelqu'un qui produit des beaux produits. Et donc, ils vont revenir aux produits. Quand vous revenez aux produits, vous revenez au métier. C'est-à-dire, dans tout ça, je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait le monsieur pour faire que le produit soit bien, soit bon, etc. Et toutes ces mythiques-là vont être des mythiques importantes. Vous le voyez dans les maisons de luxe, puisqu'elles vous en font beaucoup pour vous expliquer l'histoire, l'artisanat et tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, ils vont vous dire quelle est l'entreprise. Ils vont vous dire la deuxième chose d'une marque, comment elle se conduit avec les gens qu'elle emploie ou les gens avec qui elle travaille. Et là, ils ne parlent plus d'une marque, ils parlent d'une entreprise. Et donc tout ça complique le chemin ou le rend plus passionnant. Et alors derrière l'angoisse que vous décrivez, moi j'entends deux types d'angoisse. Une angoisse personnelle sur ma santé, mon pouvoir d'achat qui est très égoïste, et une angoisse plus altruiste, c'est pour mon environnement. Ça crée deux besoins, un besoin de réassurance. Et on le voit bien aujourd'hui dans toutes les stratégies, j'ai besoin d'être certain que c'est le meilleur produit au meilleur prix, qui ne me fera rien, donc c'est ceinture et bretelles. Et dans le même temps, sur l'angoisse un peu autour de l'environnement, c'est le besoin de donner du sens à sa consommation. Moi, j'ai l'impression c'est ça, les deux leviers ensuite. J'ai l'impression, et je ne sais pas très bien, il va falloir que je réfléchisse beaucoup après cette matinée, comment gérer ça avec les interventions précédentes, mais jusqu'à quand je suis rentrée dans la salle, en tout cas, j'avais l'impression qu'on avait des gens
qui étaient à la fois qui pensaient qu'ils étaient de plus en plus responsables. Vous savez, normalement, quand il y a des crises, on demande aux gens qui est fautif. Et avant, on nous indiquait beaucoup de fautifs. Donc, eux, ils vous indiquent des fautifs, la banque et tout ça, les financiers, tout ce que vous voulez. Mais ils pensent qu'ils sont aussi responsables. C'est-à-dire qu'ils ont changé, ils changent des modes de consommation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils changent leur relation au travail, ils changent plein de choses. Ils vous racontent plein de choses parce qu'ils pensent que, finalement, c'est comme ça que, malheureusement, les jeunes nous disent que parfois, il vaut mieux trier que voter. Si on veut. Parce qu'on donne plus de sens à Il son vaut mieux geste. trier, c'est clair, on fait du bien, on sait, que voter, on ne sait pas où ça nous mène, tout ça, etc. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont responsables. Déjà, vous parliez de la nourriture, c'est un sujet que je connais assez bien. La nourriture, ils pensent que la bouffe, c'est une des raisons les plus essentielles de leur santé. Quand ils ont un cancer, ils pensent qu'ils sont responsables. Donc, ils ont une autre force, une autre idée de leur responsabilité. Et là, ce qu'ils vont faire au niveau de la consommation a un lien quand même avec leur propre responsabilité. Ils s'en sentent responsables. En fait, ils se sentent un peu moins écrasés que ce qui semblerait devoir leur arriver. Voilà. Et la deuxième chose, moi, je les trouve assez, entre guillemets, de l'ordre d'une forme de moralité. C'est-à-dire, oui, je pense qu'ils cherchent du sens. Ils cherchent à ce que, quand ils achètent quelque chose, ça leur fasse du bien moralement. Je n'ai pas envie d'acheter à un voleur, même s'ils n'y comprennent rien, si le type est voleur ou pas voleur. Mais quand vous voyez la classification des marques qui les intéressent en France, quand vous voyez Afflelou, et je ne vais pas rentrer dans les comptes d'Afflelou, je veux juste dire que Afflelou s'est présenté aux consommateurs comme apportant des solutions à des gens qui avaient des difficultés. Chin-chin. Hein, facilitateur de la vie, en fait. Voilà. Donc, tous ces gens-là, quand vous voyez Niel, un peu du même registre, je ne veux pas non plus rentrer dans ses comptes. Je dis simplement que quand il est arrivé, l'image de Free, c'était bien libérateur par rapport à ça. Il y a un enjeu de gens qui apportent des solutions ou des regards un peu différents et que les gens imaginent moraux. Est-ce que vous pensez que si on se projette là justement sur les 10-12 ans qui viennent, cette quête de sens dans la consommation va gagner en importance dans les décisions d'achat de chacun d'entre nous? Moi, je n'ai jamais... mais je pense d'abord que le monde change moins vite. Les gens... Ce qui change, c'est, en effet, ils se posent d'énormes questions, et ces questions sur l'intelligence artificielle. J'étais de meilleure humeur l'autre jour parce que j'ai entendu une très belle conférence d'un des patrons de l'innovation de Samsung, un type brillantissime, qui a dit l'intelligence artificielle, c'est rien. Il n'y a que l'intelligence humaine. Bon, j'étais de bonne humeur. Voilà. Maintenant, j'ai très peur. Mais c'est vrai que tout ça est dangereux et je pense que ce que ça veut dire, c'est que politiquement, on est un peu naïf. Il faut faire super gaffe, quoi. Ça a au moins le mérite d'éveiller les consciences. Non, bah, tout à fait. Hein. C'est déjà ça. Je reviendrai. Non, mais globalement, il faut faire des choses. Après, moi, je n'ai jamais... Je pense que ce qu'on appelle tendance, ça ne bouge pas vite. Puisque moi, je fais des études tous les 3 mois. Et pendant 5 ans, je vois monter... moi, j'ai dit à Danone de faire de la santé quand Franck Ribou se moquait de moi en me disant « Mais Mercedes, il n'y a pas de médecin chez Danone. » Je lui ai dit bah, « Ton langage, et t'arrêtes de m'embêter. » C'était il y a plus de 25 ans. Donc, et on m'a dit « Ça passera de mode. » Ça ne passe pas de mode. Les gens en parlent de plus en plus. Donc, les tendances, elles sont extrêmement... La tête des gens, elle est lente. Donc, ça va très lentement. Les marques Saint-Moré, on continue à faire la même chose. L'autre jour, j'étais en discussion avec un des grands patrons de Savencia, et puis je lui disais, tu sais, tu nous fais beaucoup travailler. Et il me disait, bon, ben, c'est bien. Je lui disais, ben, je ne suis pas sûre, parce que quand tes chefs de produits, tes chefs de groupe ont fini de nous poser 150 questions, on fait la même chose. Donc peut-être on pourrait faire la même chose sans se fatiguer autant. Donc l'inertie est plus importante que ce que l'on pense. Donc en fait, je pense que ça, profondément, les gens ne bougent pas comme des girouettes. Les seuls qui bougent comme des girouettes, c'est les créateurs. Ceux qui décident que la mode sera rouge parce que c'est comme ça, ou que vous allez vous habiller comme ci ou comme ça. Mais pas les gens. Les gens, ils sont beaucoup plus
lent et cohérent. Et s'il pense quelque chose, 5 minutes après, il pense pas à Donc, autre ce qui chose. veut dire qu'on a plus le temps de l'adaptation qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit par moment. Et ce qui veut dire que ça fait des années que je vends toujours avec du sens et que sans sens, ça marche pas. Jean, juste d'un mot, est-ce que cette quête de sens, qu'on peut illustrer de tas de manières aujourd'hui dans la conso, les produits locaux par exemple, est une illustration concrète, mais il y en a bien d'autres exemples, est-ce que vous le voyez Non, mais je suis déroulé. assez d'accord. C'est-à-dire, je pense que ce qui est le plus dur dans une société, c'est la culture, en fait, qui se change le moins vite. Et nos cultures, on n'a pas tous la même, ça a été dit tout à l'heure. Donc c'est ce qui change le moins vite, je suis d'accord. Et le désir de sens, maintenant, il se porte sur ce genre de choses, parce qu'il se porte sur le lien interpersonnel. Avant, les gens, ils avaient des désirs de sens. Il y en a qui voulaient faire la révolution, il y en a qui, je veux dire, il y avait des sens communs, il y avait des grandes idéologies qui... Là, ce sont des choses... Mais je veux dire une chose là-dessus. La grande question de nos sociétés, c'est le sol. Il ne faut pas se tromper. C'est la bagarre, effectivement, entre ceux qui sont terrorisés par ces changements et qui veulent un retour de l'État-nation nationaliste, même s'ils savent que ça ne sert à rien, mais ça les sécurise. Et ceux qui disent, mais ce sol se dérobe sous nos pieds parce qu'on le pollue et qu'on le détruit. Mais à un moment, la question du sol est complètement redevenue centrale. Donc ce que j'entends là, c'est qu'en fait, cette échéance qu'on a choisie un peu arbitrairement, 2030, ressemblera beaucoup plus à aujourd'hui qu'on ne peut l'entendre par C'est moment. pour ça que j'ai comparé à 2008. D'accord. Mais en même temps, depuis Merci. 2008, on a inventé Twitter. Et est-ce qu'on se sent ici pouvoir vivre sans Twitter ? Hashtag RCA 2018. Ce coup-ci, Oui. je l'ai dit comme il faut, Alexandra. Allez, Mercedes. Oui, je trouve que c'est très clairement exprimé. C'est-à-dire, les enjeux humains, ils restent les enjeux humains. Sinon, on ne continuerait pas à lire des livres d'avant. Vous voyez ? Jean-Louis, Alors que un on lit micro. des livres d'avant. L'une des questions qui était posée tout à l'heure par Laurent Alexandre, forcément, il faut que je la renvoie à un banquier, c'est y aura-t-il encore de l'argent demain ? Alors bon, non, plus généralement, notre relation à cet outil-là est-il en train de changer ? Et quand on regarde cette échéance, ça pourrait donner quoi ? Alors, moi, quand Alexandra m'a demandé de participer, j'ai été très captivé parce que, comme elle est au conseil d'administration du Crédit Coopératif, elle sait qu'on a bouclé l'année dernière un plan stratégique à 2025. Bon, 2025-2030, on n'est pas très très loin. Et donc, on a essayé très profondément de travailler sur... Non pas qu'est-ce qui nous attend, parce que honnêtement, je pense que la conclusion, même si c'est un peu angoissant ce qui a été décrit, c'était assez carabinesque, hein, si je peux me permettre de dire, c'était qu'il y a beaucoup de possibles. Et en fait, nous, Crédit Coopératif, on a la volonté d'être fondé sur la problématique de la transcription des valeurs dans des actions du quotidien. On rejoint ce que vient de dire Mercedes sur le sens. Donc voilà. Et donc, le premier point, pour revenir sur l'argent, comme dans d'autres domaines, le produit, la valeur sous-jacente, c'est la confiance. C'est la confiance. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, c'est une forme implicite entre nous. C'est un produit absolument magnifique qu'a inventé le cerveau humain. Hein. L'argent, plus je travaille le sujet, plus c'est fantastique. C'est, très sommairement, c'est un escompte sur la valeur future du travail des uns et des autres. C'est-à-dire que pourquoi l'argent baisse, etc., c'est parce qu'on pense que les perspectives... Là où je pense qu'il y a une chose qui est en train de changer très radicalement, c'est bien sûr l'histoire du big data. C'est des data. En fait, je pense que, d'une certaine façon, les data sont devenus une monnaie. Alors, c'est un peu... comme pour les gens qui parfois entendent le mot monnaie banque centrale versus monnaie du quotidien. En fait, aujourd'hui, big data, alors c'est un peu ce qui a été dit par le conférencier. En fait, nous travaillons lorsque nous cliquons, etc., sauf que nous ne sommes pas payés. Et donc, d'une certaine façon, ce n'est pas surprenant que les data deviennent une monnaie. Alors, il faut que ces data elles soient malaxées, travaillées, agglutinées, etc. Et donc nous, par exemple, banque, nous avons réfléchi et nous disons en 2025, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment offrir à ceux qui sont nos sociétaires, nos clients. Je reviendrai sur la dimension sociétariat et l'implication des gens. C'est de dire, en fait, ça fait 125 ans, puisque cette année, le Crédit Coopératif a 125 ans, ça fait 125 ans que vous aviez confié quelque chose de précieux pour vous, qui est votre argent. OK. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous faites confiance. Et on a réfléchi, on a dit, en fait, aujourd'hui, le sentiment qu'on a tous eu tout à l'heure, c'est le dessaisissement. Le dessaisissement. Et en fait, je pense que la voie coopérative, c'est ce qu'on essaie de porter, c'est de dire la volonté de reprendre, d'être maître,
partie de son destin. Il y a des choses assez fondamentales. Je sais bien que certains veulent nous faire croire donc on fera disparaître la mort, mais au-delà des choses fondamentales, on peut être en partie maître de son destin. Et donc, ce qu'on a dit, c'est on veut, par une voie coopérative, prendre la voie de dire nous serons une coopérative de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un grand coffre-fort, pas plus qu'aujourd'hui j'ai un coffre-fort où je cache tous les billets que déposent les clients du Crédit Coopératif. Demain, on ne va pas créer un grand coffre-fort des données. La question du dessaisissement aujourd'hui, c'est mais qu'est-ce qu'ils en font ces données? Comment ils les malaxent, etc. Mon sujet n'est pas de dire il ne faut pas s'en servir. Nous voulons apporter à toute étape le meilleur des sciences et des techniques. Je veux dire, moi, je ne suis pas gardien du musée des arts et des traditions populaires en matière bancaire. Mais c'est de dire, il faut que vous puissiez faire un choix individuel, mais qui se relie à un choix collectif, d'où la voie coopérative, et dire, oui, nous, on peut accepter de donner ces données, d'accepter qu'elles soient malaxées. Le sujet, c'est les algorithmes, c'est le malaxage. C'est pas simplement le fait de récupérer les données, pour tel usage et telle finalité. Alors aujourd'hui, on voit bien, il y a le courant des libertariens, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui nous disent « je veux redevenir propriétaire de mes données parce que je pourrais les vendre cher à Google ». Je crois qu'ils n'ont pas très bien compris le rapport de force. Bon, je suis pas sûr qu'ils les vendront très très cher. Donc, mon point, c'est de dire, c'est l'objet de la voie coopérative, c'est mettons-nous à plusieurs, voyons ensemble ces données, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Travaillons peut-être avec des gens qui savent aider à les analyser et dire oui, peut-être que ça va permettre de diversifier les offres, de services, de produits et surtout de sens. Ce que je pense les gens veulent retrouver, c'est à la fin, ça sert à quoi tout ça? Et donc, oui, aujourd'hui, moi, ce que je ressens, et on voit bien à travers le développement, je dis souvent cette expression, good values make good business. En fait, aujourd'hui, on voit bien que ce besoin d'être resitué, parce que c'est vrai que là, quand on regardait, alors on se disait, oh là là, mais où est-ce qu'on est? Non, on a besoin, alors c'est retrouver des racines, retrouver un sol, repartir de ces valeurs forces, et la deuxième dimension qu'on a mis dans notre projet stratégique, donc coopérative de données, tout ce que nous ferons sera certifié humain. Alors, mes collaborateurs m'ont dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, je sais pas, mais on va le fabriquer, parce que ce que je crois, c'était pas pour rien qu'il y avait là sur la diapo Teilhard de Chardin. Pour moi, enfin en tout cas, c'est bien parce que c'est l'humain qui donne un sens aux choses. Alors c'est un sens parfois absurde, c'est peut-être un sens pour certains mystique ou je ne sais quoi, mais c'est bien à l'humain. À la fin, tout ça qui nous apparaît fou, c'est bien des humains qui l'ont créé. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire le jeu du dessaisissement. Alors quand on plaidoyait sur le politique, c'est le plaidoyer du politique du quotidien, de la citoyenneté. Moi, je ne vais pas plaider pour la politique, je vais plaider pour la citoyenneté, la réappropriation de sa capacité d'agir. Je dis souvent, acteurs dans nos territoires, parce que c'est un sujet qui me paraît très très important, d'être resitué. Pour ceux d'entre vous qui suivent un peu les questions sociologiques, il y a ce vieux débat entre les gens du everywhere et les gens du nowhere. Aujourd'hui, c'est ça la grande dichotomie. Et donc, moi, ma volonté en tant que banquier, c'est de dire, nous pensons, et ça peut être étonnant, parce qu'un banquier, il faut que ce soit normalement extrêmement neutre, aucun point de vue, etc. C'est pas vrai. Les gens, ils cherchent... Au-delà de la situation, lien, de la solidarité, Jean-Louis, choisi. Qui demain sera mon banquier? Est-ce que ça sera le banquier... Vous Attends. Est-ce que ça sera... Non, je vais au bout de la question quand même. Est-ce que ça sera le banquier classique avec cette couche éventuellement humaine, avec cette couche de sincérité dans l'utilisation de la donnée? Ok. Est-ce que ça sera celui qui m'a vendu l'appareil? Ou est-ce que ça sera celui qui assume les flux de l'appareil? Non, mon fournisseur, c'est pas ça le métier de banquier. Le métier de banquier, c'est celui qui... Attends, Jean-Louis, on va le faire court et direct. Il y a Orange qui veut qu'il me gère mon pognon, Apple aussi, et le banquier classique. Vers qui je vais aller? Vous savez, je sais pas... Très bien pour le moment. J'entends bien, mais là, je parlais en termes d'intention. Non, mais il y a beaucoup d'intentions. Après, parce que je pense que finalement, on a mal à la tête et on mélange plein de choses. C'est-à-dire, en gros, oui, il y a un enjeu des big data qui font... Il y a aujourd'hui il va y avoir un rapport entre le travail qu'on propose aux jeunes et les histoires de big data, puisqu'il y a beaucoup...
En effet, les mathématiciens français sont très payés en Californie parce qu'il y a des enjeux de big data dans beaucoup d'univers. Exemple, oui, on voit les découvertes de voitures. Je viens d'un voyage en Israël et tout le monde est en train de travailler sur la voiture autonome. Nous aurons un jour et très rapidement une voiture autonome. Oui, pour la médecine, c'est des enjeux, mais fondamentaux, puisqu'en mettant des données ensemble, on va faire des découvertes beaucoup plus rapides, on va comprendre certaines choses beaucoup plus rapidement qu'on n'a jamais fait. Et l'intelligence artificielle, c'est juste qu'on sait aujourd'hui traiter en termes d'informatique des données beaucoup plus nombreuses qu'on ne savait il y a 20 ans. Donc tout ça, ça va évoluer. Mais quand vous prenez les banquiers, aujourd'hui, quand on fait les études sur les banques, on regarde, il y a des banques sans banquier. Vous pouvez aujourd'hui ne pas... Sauf que dès que le gamin achète une maison, il veut un vrai banquier. Une réassurance physique. Il dit, je veux un vrai banquier. Un vrai banquier, c'est un être humain. C'est le passage à l'être humain. C'est-à-dire, non, il veut un lien. Et ce n'est pas tellement qu'il y aura une telle différence, etc. Mais il va parler de quelque chose d'important de sa vie avec un être humain. Donc, je crois que oui, les choses vont changer et il faut se demander où sont les pouvoirs. Et c'est embêtant que la Chine et les États-Unis et tous les pouvoirs et que l'Europe ne réagissent pas assez en termes de big data. Mais alors qu'on a les têtes, qu'on a les gens pour penser tout ça, c'est dommage. En revanche, d'un point de vue humain, même lorsque l'on parle, vous voyez, des données, moi, je passe ma vie à leur dire et alors, je peux vendre plus de yogourt en sachant quoi sur la personne? Bon, en gros, je n'ai pas trouvé. Et le point, c'est, pour compléter ce que dit Mercedes, c'est la question de l'usage. Je crois qu'on sous-estime. Moi aussi, j'ai eu l'occasion, il y a 3 ans, d'aller en Israël voir les temples de la FinTech, etc., etc. Qu'est-ce qu'est la force d'un pays comme la France, me semble-t-il? Et c'est mon plaidoyer, je suis dans des instances où on essaye de valoriser... C'est l'usage. C'est, à la fin des fins, vous pouvez avoir inventé le truc le plus génial, si les gens ne comprennent pas comment ça... ou comment ils détournent l'usage. Et donc, mon point important, c'est que nous, banquiers, premièrement, on doit continuer à s'intéresser à l'argent, parce que l'argent ne disparaîtra pas. Alors, la forme de l'argent pourra changer, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup de place, plus de place qu'on ne l'imagine pour le billet de Monopoly, la vieille façon. Vous savez, nous, on est beaucoup derrière les monnaies locales. Alors, c'est des petits montants, mais c'est la traduction aussi du lien. L'argent, c'est un élément de lien. Et donc, la question de l'usage est une question absolument fondamentale. Et ça, c'est l'intelligence, la culture, c'est l'intelligence de l'humain. Et c'est ça que je mets, moi, dans le certifié humain. C'est de dire, voilà, ça a été conçu avec toi, par toi. Et la dimension pour moi qui est la plus importante, c'est bien de dire aux gens, tu as le pouvoir d'agir, pouvoir de choisir, pouvoir d'orienter. Chez nous, qu'est-ce qui marche? C'est tu décides où on va nous prêter ton argent. C'est ça, c'est la transparence, la traçabilité, c'est une question cruciale. J'ai le devoir d'avancer malheureusement. Voilà, allez-y. Cédric, prends le micro de Jean-Louis. On se rapproche encore un tout petit peu de notre métier, le commerce en 2030. Y aura-t-il déjà encore, non pas des magasins parce que c'est tarte à la crème, mais autant de magasins qu'aujourd'hui? Ça, c'est sûr que non. C'est sûr qu'il y a des érosions de... De toute façon, vous ferez tous 30% de votre chiffre d'affaires ou un peu plus ou un peu moins sur Internet demain, donc vous aurez besoin de 30% de mètres carrés de magasins en moins. Enfin, ça, c'est un peu mécanique, c'est évident. La question, c'est comme tu dis, c'est pas de savoir s'il y aura encore des magasins, c'est si on saura encore faire des magasins rentables, que les clients aient envie d'avoir du lien incarné physiquement, une base physique, etc. Évidemment, Amazon rachète Whole Foods et Alibaba met des milliards pour ouvrir des magasins, c'est pas par hasard. Le problème, c'est que c'est l'équation économique. Donc je vais... Autour du rendement, c'est-à-dire combien d'euros vont être dépensés dans combien de mètres carrés? Et volontairement, je vais prendre un peu, non pas le contre-pied, parce que je suis d'accord avec à peu près tout ce que j'ai entendu, mais un point de vue très différent, qui n'est pas le vers quoi, mais vers le comment, et l'équation économique, en rentrant par l'équation économique. Vous savez tous que pour que les gens aient envie de continuer à venir dans vos magasins, plutôt que de tout faire sur Amazon, sur leur canapé, il faut qu'il se passe dans les magasins autre chose que ce qui s'y passe traditionnellement. Aujourd'hui, vos magasins, c'est des trucs où il y a des boîtes en plastique posées sur des gondoles. Et enfin, j'exagère un petit peu quand même, mais bon, c'est des entrepôts ouverts au public quand même. C'est des lieux de mise à disposition physique du produit. Alors, c'est un peu mieux quand il y a la vente accompagnée, quand on est dans des métiers de vente accompagnée. Vous savez tous que vous devez y remettre plus d'expérience, plus d'émotions, plus de liens, plus de relations, plus d'interaction avec les produits, etc., etc.
selon les métiers, les leviers ne sont pas les mêmes, mais la direction, vous la connaissez. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas facile et c'est pas gratuit. Donc vous avez plutôt un modèle qui est plus exigeant et qui coûte plus cher à exécuter demain que ce que vous faites aujourd'hui. Dans le même temps, vous avez Amazon et les autres qui mettent une pression sur les prix considérable. Alors, variable selon les marchés, mais globalement importante. Le monde du jouet, Eric Plat parlait tout à l'heure du marché du jouet. Les 2 leaders spécialistes du jouet qui passent en redressement judiciaire le même mois. C'est quand même un peu particulier. Pourquoi ? Quand vous êtes en fin d'année au moment de Noël, la Barbie ou la boîte de Lego pirate, elle est 15 à 20% moins chère sur Amazon. Alors je veux bien qu'il y a de la valeur ajoutée, de l'expérience dans les magasins, mais enfin, quand même. Donc vous avez besoin d'améliorer la productivité, de baisser vos coûts, d'améliorer l'efficience de vos process et de vos fonctionnements. Et troisièmement, vous avez besoin, troisième composante de l'équation, vous savez tous que vous devez devenir omnicanal, digital, etc., etc. Devenir omnicanal, concrètement, les 30% là que vous ferez en ligne demain, ça veut dire dépenser beaucoup d'argent pour transférer un chiffre d'affaires rentable vers un chiffre d'affaires non rentable. Je caricature un peu, mais bon, c'est quand même un peu ça. Tout le monde va ressortir avec un moral ce matin, c'est fascinant. On vend des cordes à la sortie, je vous le dis tout de suite, et il y a des promos très intéressantes aujourd'hui. Et donc, c'est bien ça l'équation, mais vous le savez, elle n'est pas nouvelle, ça fait quelques années quand même qu'on le vit, ça. Et parce que cette équation est compliquée, le commerce français a, je trouve, été jusqu'à, on va dire, il y a 1 ou 2 ans, on est sorti entre 2008 et il y a peu de temps, une espèce de glaciation ou d'inertie que moi je trouvais assez terrifiante, avec un déficit d'innovation chez les commerçants français, dont j'ai souvent parlé sur scène. Je vous ai souvent disputé en vous disant que vous n'alliez pas assez vite. Je trouve pour le coup, et alors c'était accentué par le fait que les vrais concepts innovants s'étaient ouverts par des pure players, c'est Emma Fresh d'Alibaba en Chine, etc. Là tu te fais peur parce que tu commences à dire si les magasins les plus excitants au monde, c'est des magasins qui ne sont pas ouverts par les commerçants mais par d'autres. Bon. Je trouve que depuis, enfin on le sent nous au travers des missions qu'on nous confie depuis une grosse année ou 18 mois, il y a un regain d'appétence, d'énergie, d'audace, je trouve, dans les sujets qu'on traite. Moi, je m'amuse beaucoup plus à faire mon métier aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Les sujets qu'on nous fait travailler sont des sujets réellement de réinvention, c'est un grand mot, mais en tout cas de remise en cause ou d'évolution. Il y a une remise en état d'innovation et en audace et en radicalité des réflexions qui sont conduites, y compris par des gens dans la salle ici, que je trouve très intéressant. Le travail de conscientisation sur la nécessité d'innover, il n'est plus à faire. Personne s'est levé tout à l'heure pendant la présentation, qui était quand même un peu bousculante. Personne s'est levé en disant, avec une réaction de déni, en disant c'est un tocard, il nous raconte des trucs, c'est un fou. Enfin, il n'y a personne. Vous êtes tous convaincu que la nécessité de l'innovation, elle est plus à défendre. Et j'ai été frappé d'ailleurs dans quelques missions pour des groupements récemment. On a bossé avec les Mousquetaires, on travaille avec d'autres, ou on travaillait un peu avec Chris par exemple, etc. Sur le fait que les adhérents, ou Sport 2000, les adhérents sont mûrs intellectuellement, parce qu'ils ont suffisamment peur, probablement, mais il y a un appétit d'innovation, y compris chez les patrons de PME en local. Donc à la première question qui était autant de magasins, la réponse elle est non, donc il y en aura moins. Et la deuxième question à cette échéance 2030, c'est est-ce qu'on aura encore les mêmes acteurs dominants ? Sous-entendu, est-ce que l'inertie qu'on décrivait tout à l'heure dans les comportements de consommation va-t-elle sauver les acteurs qui sont dominants aujourd'hui, qui le seront encore dans 10 ans ? Eh bien, c'est la question de la capacité à se transformer pour résoudre l'équation économique que j'évoquais, puisque si on continue à être simplement dans de l'amélioration permanente ou de la micro-amélioration, comme on a toujours fait, comme vous avez tous toujours fait, ça va juste, on voit bien que ça va plus assez vite. Et que donc il faut forcer le rythme de manière importante tout en ayant une équation économique compliquée. Donc ça veut dire qu'il faut réallouer les sujets sur lesquels vous dépensez de l'argent et sur lesquels vous investissez. Ça veut dire que vous, les dirigeants, vous devez trouver une solution pour culturellement mettre votre entreprise en état d'innovation, ce qui est quand même pas très simple. Ça veut dire que vous devez développer votre culture technologique. Je partage complètement ce qui a été dit tout à l'heure. Puisque la technologie devient le cœur de la transformation de vos métiers, vous ne pouvez pas prétendre être dirigeant sans comprendre ce qui transforme le cœur de votre métier. Et que ces gens-là soient au COMEX, comme disait Laurent Alexandre. Non. C'est pas la traduction. Non, pas du tout. C'est pas avoir dans ton COMEX un type à qui tu délègues la responsabilité de la technologie en disant attends, j'ai un Chief Technology Officer, je peux m'exonérer de la responsabilité de le comprendre. Ça, c'est le piège typique. Vous êtes DG, vous avez 55 balais, vous n'êtes pas de culture technologique, la technologie, ça vous fait chier, vous êtes Apple, il faut que ça marche tout seul. C'est moi que je suis en train de décrire là.
si on reste sur ces postures-là et qu'on se dit j'ai un DSI très compétent et je lui délègue la responsabilité de la technologie, on n'a rien compris. On n'a pas le droit de faire ça quand on est un dirigeant et qu'on veut rentrer dans le nouveau monde. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est que sur le plan des modèles humains de fonctionnement, et notamment dans les coopératives, on voit très bien que cette dimension technologique, la nécessité de baisser les coûts et l'efficience, etc., t'amène mécaniquement vers des modèles encore plus standardisés, mécanisés, avec une exigence d'alignement, d'excellence opérationnelle, etc. On ne peut pas continuer à dire le click and collect dans les magasins, c'est la semaine prochaine, et puis peut-être ça marche pas. Enfin, c'est pas possible. Donc ça veut dire que vous allez avoir un besoin d'industrialisation, de mécanisation de vos fonctionnements, de standardisation de ce que vous délivrez, qui est quand même pas la force historique de vos modèles. Et en même temps, pour toutes les raisons sociologiques, marketing, etc., qu'on a évoquées, vous avez besoin de requalifier le local et d'investir sur l'humain. Donc, et aujourd'hui, clairement, vous investissez pas assez sur... Il y a les deux intelligences, là, de techno et humaine. Vous investissez pas assez sur la technologie et vous investissez pas assez sur l'humain. Et en même temps, il faut investir sur l'humain tout en convainquant les humains qu'il faut rentrer dans une grosse machine standardisée où on veut voir qu'une seule tête pour délivrer la qualité d'expérience au client. La question qu'on doit te poser dans chacune des missions, et notamment quand on est sur le marché du non-alimentaire, comment demain on fait quand le client vient dans mon magasin pour regarder le produit et parfois depuis le magasin le commande en ligne sur un site type Amazon. Comment on fait face à ça et comment en 2030 on sera dans cette perspective de faire des magasins transactionnels et pas juste uniquement de démonstration de type showroom. Vous voulez répondre, Mercedes ? Vas-y, commence et après... Alors, je crois pas. Parce que ça, on a dû te le demander 15 millions de fois. Je ne crois pas du tout à cette théorie dans laquelle le magasin serait plus un lieu de vente et d'achat et deviendrait purement un lieu d'émotion, de lien et de machin. Alors c'est cool sur le plan marketing et pour les consultants, c'est sympa à raconter. Sauf que ça ne justifie pas les coûts monstrueux que représente le fait d'avoir des centaines de points de vente. C'est pas justifié par ça. Donc soit le magasin continuera à vendre et avoir une fonction transactionnelle, soit vous n'aurez plus de magasin. Soit il disparaît. Mercedes. Non, je voulais juste rajouter qu'il faut réfléchir avec un certain bon sens, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'apporte en plus le magasin que n'apporte pas votre commande sur Internet. La disponibilité immédiate, et le prix est un enjeu important. Les gens ne sont pas fous. Si c'est 20% moins cher, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, il faut être adepte de ça. Mais moi, je travaille pour pas mal de magasins, pour Sephora, pour Leroy Merlin. Voilà, ça reste des magasins qui marchent très, très bien, avec des gens qui sont des gens qui rentrent, qui ont des questions, ou qui vont trouver des gens qui répondent à leurs questions. Et je me souviens même, c'est pas les magasins, j'allais dire les plus difficiles, c'est juste que comme il y a un enjeu, plus vous avez d'inquiétude de la part d'un consommateur, plus vous avez un rôle pour la personne qui est dans le magasin, bien évidemment. Hein, quand vous décidez pour lever tous les doutes. Bien sûr, vous avez des questions à poser. Mais je voulais juste rajouter un point. Quand vous n'avez pas ça, par exemple, dans la logique alimentaire, dans des logiques un peu plus difficiles où vous avez du mal à créer la différence. Parce que très routinier, très utilitariste. Parce que c'est plus utilitariste, il faut réfléchir. Et c'est là où il faut se dire, si on leur livre, ça va les aider. D'ailleurs, ça ne pose pas des questions qu'au magasin, ça pose des questions sur les marques. Simplement, je voulais vous donner un exemple. Moi, j'avais été marquée par... parfois, des choses très simples. Je travaille beaucoup dans la grande consommation, donc vraiment les hyper, les super et tout ce qu'on veut. J'avais été dans un Intermarché de l'Est, et je suis sûre que vous en connaissez plein comme ça, où le magasin était rangé au cordeau. Je me suis dit, la dame, elle est maniaque. Et en effet, j'ai trouvé une dame. Et elle était maniaque. Forcément. Elle était super maniaque. Et non seulement elle était maniaque pour mettre tous ces trucs, ça sentait la main de l'homme partout, et puis là... Mais elle était maniaque pour dire bonjour à tout le monde. Et elle se baladait en disant bonjour à tout le monde. J'ai vu les résultats du magasin, c'était invraisemblable. Ce qui est finalement rassurant. Donc, il faut aussi se calmer. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'apporte... Je vous donne un exemple de promotion qui m'a emballée. Vous savez que les Français aiment beaucoup les chiens et les chats. Eh bien, il y a eu la fête des chats, la fête des chiens, et ils avaient tous le droit de venir, et on faisait des photos des chats et des chiens.
le chiffre de la journée était exceptionnel. Donc il faut aussi revenir à des choses. Les êtres humains, ils continuent à aimer les chats et les chiens. Voilà. Donc mettre un peu d'émotion dans le commerce. Je reviens vers vous tout à l'heure, puisqu'on va... Non, moi je voulais juste un tout petit mot très court. 3 petites choses, très courts. D'abord, on aura de moins en moins envie d'acheter des objets célibataires. C'est à ça que ça sert les données, en fait. C'est d'intégrer l'objet ou dans un usage ou dans un sens. On dirait que les données, c'est comme ça. Non, c'est qu'on va de moins en moins acheter des objets célibataires. C'est pour ça que l'achat sur le numérique, c'est pas forcément l'avenir. Parce qu'on va acheter un objet avec soit un centre, c'est-à-dire il y a le mec qui l'a fabriqué, par exemple pour les produits agricoles, soit on va plus acheter une voiture, on va dire comment je vais à Nice le 14 juillet à 12h30 pour aller me baigner. Donc je veux dire, on va acheter un ensemble d'éléments. C'est ça la possession des données. C'est pas un secret obscène pour savoir ce que vous faites et on vous dit parce que vous avez été sur tel site, qu'est-ce que vous devez faire. Non, c'est le fait effectivement que l'objet est entouré d'une banque d'usage qui est née des observations. Et la deuxième chose, c'est qu'en Europe, à la différence, et c'est là où je ne suis pas d'accord tout à fait avec le premier intervenant, il se trouve que les données sont publiques, alors qu'aux États-Unis, elles sont privées. Nous, nos données, c'est l'État qui les a. La sécurité sociale, les CAF, les écoles, des chiffres qu'on a eus à l'université, etc. Et donc, les impôts. Le problème, c'est comment est-ce qu'en France, on va autoriser l'utilisation des données publiques pour arriver à une analyse des données. Il ne faut pas essayer de comparer les pays ultralibéraux où il n'y a quasiment pas de données publiques. Donc il faut comprendre notre système de données et le débat qui est en France, y compris avec Villani là-dessus. Et dernière chose positive, oui, c'est un axe de l'intelligence artificielle, mais le nouveau rapport à la nature aussi. Et par exemple, le rôle des chiens pour détecter les cancers progresse très très vite. Donc il n'y a pas que l'intelligence artificielle, parce que le nouveau rapport qu'on a à la nature et l'observation qu'on a de la nature, c'est très net sur certains cancers, où les chiens sont ultra performants pour les détecter bien avant nos propres systèmes. Donc il n'y a pas une seule ligne, il y en a plusieurs. La dernière question sera pour Mercedes. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 clients, Leroy Merlin et Sephora. Non, parce que vous avez cité 2 marchés sur lesquels il y a une force des marques telle que certains pourront avoir l'envie demain de devenir les commerçants. On va prendre l'exemple du parfum, qui est Sephora. Je suis Chanel ou je suis Dior. Une partie de mes consommateurs sont addicts et achètent toujours le même. Est-ce que demain, ces marques-là ne vont pas vouloir devenir des commerçants pour vendre en direct ? Et Dieu sait que les systèmes d'intelligence artificielle, que les outils numériques vont le permettre, et donc finalement se passer des commerçants. En fait, il ne faut pas... J'aurais pu faire Black & Decker pareil pour Leroy Merlin, qui était un autre client. Il faut oublier le commerçant et s'intéresser aux gens. Ils ne vont pas chez Sephora uniquement pour acheter leur parfum, mais ils achètent leur parfum chez Sephora. Parce que ce n'est pas la peine de commander un parfum et de se prendre la tête, etc., si vous avez envie d'aller chez Sephora. Et ils ont envie d'aller chez Sephora, les gens. Parce que les filles, ça les amuse, il y a le truc à sourcils, elles font les sourcils. Oui, mais il suffit de même qu'une même une frange des clients n'aille plus dans le magasin, c'est le modèle économique qui souffre. Je pense qu'il faut se décrisper. C'est d'ailleurs, premièrement... C'est-à-dire qu'on est parti fort ce matin aussi. Non, mais il y a, par exemple, moi j'ai un fils qui achète tout par Internet parce que c'est un gamin de marque, entre guillemets, il sait exactement la chaussure qu'il veut, etc. Achat prémédité. C'est pas la peine, c'est très prémédité. Il veut pas de... Voilà, etc. Bon, en fait, il est assez rare. J'en ai 5. Il est 1 sur 5. Donc, il y aura toujours... Il y a des gens qui vont simplifier leur achat. C'est hyper pratique. À Noël, les achats sont fatigants à Noël. On avait... Vous savez, nous, on travaille par les points de souffrance, qu'on appelle le painful, le point de souffrance. C'est-à-dire, Noël, de toute façon, on n'a pas prévu à temps. Donc, à la fin, c'est insupportable. Les achats, c'est insupportable. Donc, à ce moment-là, l'Internet va jouer un rôle clé et on va acheter les cadeaux, etc. Donc, il y aura un espace, et monsieur a tellement raison, on va se calmer, ça va monter l'Internet, on va acheter, ça va être pratique, etc. Pourquoi, par exemple, pour la bouffe, ils n'achètent pas tout sur l'Internet ? C'est parce qu'ils ont envie de voir, ça leur donne des idées. C'est quand même pas mal, avant de faire les courses, de ne pas être toujours... Et deuxièmement, le désir n'est pas sur l'Internet. L'Internet, il est reproductif. Donc, vous n'êtes tenté par rien. En gros, l'Internet est plus de ce que vous voulez, vous l'avez en tête, etc. Ou c'est ce qu'on vous pousse. Enfin, il y a un moment où vous en avez marre. Et le monde est aussi dans le désir. Donc, quand vous allez faire vos courses, le type, il vous vend des carottes, mais il vous vend des betteraves. Pourquoi pas la betterave ? Ça va continuer. Donc, par exemple, dans le cas de Sephora, j'ai pas de problème. Ça marche très bien. Parce qu'en gros, elles vont faire plein de choses dans Sephora et elles ont envie de se laisser tenter.
Donc, dans ces produits-là, il y a des produits constants et des produits sur lesquels on change. Et puis, de toute façon, même quand vous êtes fidèle à un parfum, elle demande des échantillons de tout pour essayer tous les autres. Donc, voilà. C'est la Donc, fameuse ça, discontinuité. voilà. Et c'est pareil. Et le roi Merlin, C'est il y la a un tel multifidélité. enjeu. Vous êtes en train de faire votre maison, vous avez un enjeu de D'accompagnement. questionnement et d'interrogation, etc. Et c'est intéressant. Et le roi Merlin, c'est un cas intéressant parce que c'est pas le moins cher. Donc, ils sont prêts à aller chez le roi Merlin parce qu'ils pensent qu'il y a un conseil où on va vous leur donner un truc qui est adapté à leurs problématiques, leur maison ne leur tombera pas sur la tête ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a quand même des enjeux qui seront toujours résolus par le commerce. On en restera sur cette note d'optimisme en rajoutant par exemple que si aussi l'alimentaire se développe si mal en ligne, c'est que le rapport poids-prix-volume est quand même pas très favorable. Je rappelle toujours qu'un pack de cristalline, ça pèse 9 kilos et ça vaut 1 euro, et que mon parfum Chanel, les 100 millilitres, je crois que ça vaut à peu près 90 euros. Donc forcément, le modèle économique est quand même pas tout à fait le même. Merci à tous les quatre, Jean, Mercedes, Cédric et Jean-Louis.